En 2027, un simple clic sur Mettre à jour plus tard a failli mettre à genoux des hôpitaux, des gouvernements et des entreprises partout sur la planète. Et si je te montrais comment une faille oubliée, une cyberarme de la NSA et des milliers de PC non patchés ont créé la tempête parfaite? Avant que le nom de WannaCry ne se grave dans la mémoire des hommes, le monde marche déjà vers lui, les yeux ouverts, mais l'esprit distrait. Les serveurs bourdonnent, les écrans bleus et blancs jettent leur lumière froide sur les villes plongées dans la nuit. Les systèmes tournent. Les hôpitaux soignent. Les usines produisent. Et sous cette surface d'efficacité tranquille, quelque chose se prépare, lentement, obstinément, comme une marée qui monte sans bruit. Car il existe déjà, dans les profondeurs invisibles du réseau, une nouvelle forme de pillage. Un brigandage sans couteau, sans fusil, sans cri. On ne vole plus l'or enfermé dans les coffres, mais la mémoire même des hommes, leurs données, leurs dossiers, leurs preuves d'existence. Au milieu des années 2000, des noms étranges surgissent dans les rapports techniques, comme des premiers éclairs au loin. GP-code, d'autres encore. Des fichiers disparaissent derrière un mur chiffré. Un message apparaît. Il réclame de l'argent pour ouvrir la porte. C'est la rançon. C'est l'avertissement. Les premiers rançongiciels sont maladroits, brutaux, parfois faciles à contourner. Mais ils sont l'annonce d'une ère. À partir de 2013, ils se perfectionnent. CryptoLocker, CryptoWall frappent les particuliers, les petites entreprises, puis les plus grandes. Les attaquants ne se contentent plus de verrouiller les écrans. Ils prennent les fichiers en otage. Ils enferment photos, contrats, archives dans des coffres numériques dont seule une clé mathématique peut briser les verrous. Le chiffrement devient leur arme. Non plus ce bouclier que les savants ont façonné pour protéger les secrets, mais une chaîne invisible qui se referme sur les documents. Les noms RSA, AES, quittent les laboratoires pour devenir la lame froide de ces nouveaux pirates. Désormais, sans la clé privée, aucun retour en arrière. Les victimes le comprennent trop tard, devant des dossiers devenus muets, des années de travail réduites à une masse illisible. Pour être payé, il faut un chemin discret. L'argent doit circuler sans visage. Alors, d'autres forces entrent en scène. Le Bitcoin, encore jeune, encore mystérieux, se prête au jeu. Les criminels adoptent cette monnaie sans banque ni frontières. Ils cachent leur identité derrière des suites de caractères, des adresses pseudonymes perdues dans l'océan de la blockchain. Les rançonneurs exigent désormais leur tribut en Bitcoin. Ils promettent la clé en échange de quelques unités de cette monnaie qui ne dort jamais. Les campagnes se multiplient. Les boîtes mail se remplissent de messages pièges. Des liens, des pièces jointes, des promesses, des factures imaginaires. Un clic suffit. Le mal se répand. Mais peu à peu, les attaquants découvrent un moyen plus silencieux encore. Les failles cachées au cœur des logiciels. Les portes mal fermées dans les protocoles qui relient les machines entre elles. Des exploit kits se déploient sur des sites infectés, testent les navigateurs, sondent les défenses, frappent dès qu'une brèche apparaît. Les grandes sentinelles de la cybersécurité observent cette montée. Kaspersky, Symantec, Trend Micro, d'autres encore notent la progression du fléau. Les chiffres augmentent. Les campagnes s'affinent. Europol, Interpol publient des rapports. Ils parlent de rançongiciel comme d'une menace émergente, puis majeure. Pourtant, dans les bureaux, les ministères, les conseils d'administration, ces avertissements résonnent parfois comme des bruits lointains. On les lit. On les classe. On passe à autre chose. Pendant ce temps, une autre force, plus ancienne, plus secrète, travaille dans l'ombre. Dans les couloirs sans fenêtres de la National Security Agency américaine, les regards ne se portent pas sur les rançons exigées aux petites entreprises, mais sur la maîtrise du terrain numérique entier. La NSA veille sur les signaux du monde. Elle écoute, observe, construit des outils pour pénétrer les systèmes adverses.
C'est son rôle, sa mission, son fardeau. Les ingénieurs de cette agence traquent les failles comme les chasseurs traquent les proies. Un jour, à une date qui ne sera jamais clairement dévoilée, ils tombent sur une vulnérabilité enfouie au cœur de Microsoft Windows, dans un vieux mécanisme de partage de fichiers qu'on appelle SMBv1. Une faiblesse critique, vaste, profonde, qui traverse plusieurs versions du système. Ils voient aussitôt la portée de leur découverte. Ils ne la signalent pas. Ils la gardent. Ils la polissent. Ils en font une arme. Ils lui donnent un nom, Eternal Blue. Derrière ces syllabes presque poétiques se cache un pouvoir redoutable. Par un simple paquet envoyé au port 445 d'une machine vulnérable, l'assaillant peut prendre le contrôle. À distance, sans mot de passe, sans clic. Les ingénieurs transforment la faille en un exploit opérationnel, fiable, réutilisable, destiné aux opérations offensives de l'État américain. Dans le même temps, le monde, lui, se repose sur Windows comme on se repose sur une infrastructure invisible. Partout, dans les capitales et les villages, dans les tours de verre et les hôpitaux de briques, Windows règne. Sur les postes de travail, sur des serveurs, dans des sales machines sans lumière naturelle. Les administrations le déploient à grande échelle. Les entreprises en vivent. Les infrastructures crites, parfois, lui confient leurs nerfs numériques. Windows XP, sorti au début du siècle, demeure solidement ancré dans ce paysage. Dans les bureaux d'état civil, dans les gares, dans les machines médicales, les écrans XP sont encore là. Windows 7, plus récent, Windows Server 2003 et 2008 tiennent des pans entiers des réseaux internes. Mais ces systèmes, souvent, ne reçoivent plus les soins nécessaires. Les mises à jour sont reportées, jugées risquées, trop coûteuses, trop complexes. En avril 2014, Microsoft annonce la fin du support standard de Windows XP. Le message est clair. Plus de correctifs de sécurité gratuits pour le grand public. Seuls quelques clients payant un lourd tribut bénéficient d'un support prolongé. Pourtant, des milliers, des dizaines de milliers de machines XP continuent de tourner. Dans les hôpitaux, les systèmes pilotant des scanners, des équipements d'imagerie, demeurent figés sur ces anciens systèmes. Les industriels, les services publics repoussent la migration, redoutent l'arrêt, manquent de budget. Des audits le notent, posent le constat noir sur blanc. Au Royaume-Uni, le National Audit Office souligne la persistance massive de postes obsolètes au sein du National Health Service. On sait, on écrit, on publie. Mais le temps passe et les machines restent. Elles deviennent peu à peu des ruines encore habitées, des maisons dont la charpente craque, mais où l'on continue de vivre. Ainsi, un paradoxe s'installe. Le monde entier dépend d'un même socle, Windows, couplé à des protocoles anciens comme SMBv1. Ce socle est fissuré, mais toujours en usage. Une agence de renseignement, de son côté, possède la carte exacte de l'une de ces fissures, la plus dangereuse peut-être. Elle la conserve en secret. Entre ces deux forces, aucune parole ne circule. C'est l'accumulation silencieuse des risques. Puis vient une première rupture. En août 2016, sur Internet, surgit une voix anonyme qui se nomme elle-même The Shadow Brokers. Une bande de fantômes, de pirates numériques, se vantant d'avoir mis la main sur les outils d'un autre groupe mystérieux, Equation Group, que de nombreux chercheurs associent à la NSA. Ils postent des messages sur Tumblr, GitHub, Twitter, laissent traîner des archives chiffrées comme des coffres abandonnés. Au début, beaucoup doutent. Mais les Shadow Brokers persistent. Ils mettent en vente certains trésors, en publient d'autres gratuitement. Entre 2016 et le début 2017, plusieurs lots d'exploits sortent de l'ombre. Parmi eux,
se cachent des armes conçues pour percer les défenses de routeurs, de pare-feu, de serveurs. De plus en plus de chercheurs examinent ces fuites. Ils reconnaissent la signature technique, la sophistication, la cohérence de l'ensemble. Tout pointe vers une origine étatique. Enfin, le 14 avril 2017, un nouveau lot tombe sur la table du monde. Les Shadow Brokers publient un arsenal complet, ouvert, téléchargeable par quiconque sait où regarder. Dans ce trésor toxique se trouve Eternal Blue, accompagné d'autres exploits SMB comme Eternal Romance. En quelques heures, les chercheurs de Kaspersky, Symantec, FireEye et d'autres ouvrent ces fichiers, les testent, les dissèquent. Ils confirment. Ces exploits fonctionnent. Ils percent sans effort des versions non patchées de Windows. Ainsi, l'arme forgée dans les salles secrètes d'une agence de renseignement se retrouve, nue, au milieu de la place publique. Les États la voient, les criminels la voient, les apprentis pirates la voient. Elle ne disparaîtra plus. Elle circule de disque en disque, de forum en forum. Elle devient, par la seule puissance de la copie, une menace globale. Mais un détail change tout. Un mois plus tôt, le 14 mars 2017, Microsoft publie un bulletin de sécurité, MS17-010. Ce texte, sec, technique, annonce la correction de plusieurs vulnérabilités dans SMB v1, dont celle qui sera désignée comme CVE 2017-01544, le cœur même d'Eternal Blue. Pour les versions encore supportées de Windows, Vista, 7, 8.1, 10, serveur 2008, 2012, 2016, le remède existe. Il suffit de l'appliquer. Microsoft recommande d'installer ces correctifs au plus vite, de désactiver si possible le vieux SMB-V1, de prendre au sérieux la menace. Dans ses canaux officiels, dans les blogs spécialisés, la firme appelle à l'action. Pourtant, dans la réalité rugueuse des organisations, tout ne suit pas. Les responsables informatiques jonglent avec les contraintes. Appliquer un correctif sur un parc immense prend du temps. Certains craignent que la mise à jour casse des applications anciennes. D'autres ne disposent pas d'outils centralisés efficaces. Beaucoup n'ont tout simplement pas conscience de l'urgence réelle. Et puis, il y a la masse silencieuse des systèmes déjà abandonnés par le support officiel. Windows XP, Windows Server 2003. Pour eux, aucun correctif public n'est d'abord proposé. Quelques clients privilégiés reçoivent des patchs sur mesure, mais la grande majorité reste sans défense. Ainsi, au moment où Eternal Blue quitte la forteresse de la NSA pour se retrouver aux mains de tous, le monde présente un visage contrasté. Des millions de machines sont vulnérables. Certaines pourraient être protégées par MS-17010, mais ne le sont pas encore. D'autres, trop anciennes, n'ont même pas cette option. Les réseaux internes de nombreux hôpitaux, administrations, entreprises sont vastes, peu segmentés, comme d'immenses plaines sans barrières. Si une menace entre, elle pourra courir loin. Les rapports avant 2017 ne cessent pourtant de décrire cette situation. On mesure les retards dans l'application des correctifs, surtout dans le secteur public, dans la santé, là où chaque interruption de service est redoutée. Le National Audit Office britannique décrit, chiffre à l'appui, des milliers de postes sous XP au sein du NHS jusqu'en 2016-2017. D'autres pays racontent la même histoire avec d'autres mots. Les systèmes critiques restent accrochés à des technologies anciennes, par habitude, par contrainte, par manque de moyens. Dans les couloirs des agences nationales de cybersécurité, les alertes se multiplient. Le NCSC au Royaume-Uni, l'ANSSI en France, le DHS et l'US-CERT aux États-Unis, d'autres encore, publient des bulletins. Ils insistent sur les risques liés à SMB-V1, au système non patché.
Il recommande de désactiver ce protocole lorsqu'il n'est plus indispensable, d'appliquer MS 17010 sans attendre. Il voit dans la fuite des exploits de la NSA une urgence nouvelle. Car déjà, dès avril 2017, les chercheurs indépendants démontrent à quel point Eternal Blue est facilement réutilisable. Ils publient des analyses, des preuves de concept, montrent qu'avec un peu d'effort, n'importe quel code malveillant peut s'agréger à cet exploit comme à un moteur surpuissant. Les CERT nationaux, après la publication des outils des Shadow Brokers, mettent en garde. Ces armes peuvent être intégrées en quelques semaines dans des malwares, des vers, des rançongiciels. Pourtant, dans les serveurs des entreprises, dans les couloirs des hôpitaux, dans les réseaux administratifs, la vie continue comme si de rien n'était. On parle de budget, de projets, de réunions. On connaît le nom d'Eternal Blue dans les cercles techniques, mais pour la plupart des décideurs, ce n'est qu'un mot de plus dans une mer de termes obscurs. Avant mai 2017, aucune grande campagne de rançongiciel n'exploite encore cette faille à grande échelle. Seuls quelques tests, quelques démonstrations académiques circulent. D'un côté, un monde numérique saturé de systèmes Windows, dont une large part demeure vulnérable, obsolète, mal segmentée, mal patchée. Des infrastructures de santé, de transport, d'énergie, toutes liées par de vieux protocoles comme SMBv1, rarement cloisonnés, prêtes à propager en chaîne ce qui franchira leurs portes. Entre les deux, des alertes, des rapports, des correctifs publiés mais pas déployés partout. Des décisions lentes, des arbitrages, des compromis. Des écrans affichant encore le logo de Windows XP comme une bannière d'un autre âge. Un mois s'écoule entre la fuite publique d'Eternal Blue et la catastrophe qui vient. Un mois durant lequel le monde pouvait se protéger davantage, mais ne le fait que partiellement. La scène est dressée. Les failles structurelles sont en place, entremêlées comme les fibres d'une corde qui attend de se rompre. Les rançongiciels ont tracé la voie, montré la rentabilité de la prise d'otages numérique. Les infrastructures globales ont confié leur destin à un unique socle imparfait. Une agence a gardé trop longtemps un secret dangereux. Un groupe de fuyards l'a jeté aux quatre vents. Il ne manque plus qu'un acteur pour relier ces éléments dispersés. Pour prendre l'exploit Eternal Blue, l'enchaîner à un code de rançon, le doter d'une volonté aveugle de propagation. Quelqu'un, quelque part, assemble déjà les pièces. La date approche. Les horloges tournent vers le 12 mai 2017.